camino será una montaña, con aquellos dangerous, qui s'attendent devant la distance. Je vais passer la parole à Anne Paillon qui va nous parler précisément, concrètement, des situations humaines de ce que vivent les Palestiniens dans ce territoire de Jérusalem. Bonjour à toutes et tous. Donc, je remercie beaucoup toutes ces associations de Montpellier de m'avoir donné l'occasion de venir ici parler de deux sujets qui me passionnent, à la fois l'apartheid israélien et Jérusalem, et le droit des Palestiniens à Jérusalem. Et on me demande de vous dire pourquoi et comment les Palestiniens de Jérusalem-Est sont soumis au régime d'apartheid israélien. Donc je pense qu'avant de demander pourquoi et comment ils sont soumis à ce régime d'apartheid, je pense qu'il faut prendre un certain temps pour définir ce qu'est l'apartheid et ce qu'est l'apartheid israélien. Donc le thème d'apartheid, on le sait tous, il renvoie au régime de ségrégation raciale qui a sévi en Afrique du Sud jusqu'en 1991. Mais on ne définit pas l'apartheid par analogie avec la situation de l'Afrique du Sud. C'est un terme qui est défini en droit international. Et pour cela, on a trois textes de référence qui sont la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale pour l'élimination de la répression du crime d'apartheid et le statut de Rome qui institue la CPI. Donc je vais juste prendre au sein de ces conventions ce qui pointe et qui définit et qui nous permet de définir ce qu'est une situation et un régime d'apartheid. Donc dans la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à partir de maintenant je dirais CERD, ça ira plus vite, qui date de 1965, donc cette convention, la CERD, interdit spécifiquement l'apartheid. Et il y a 182 pays qui sont signataires de cette convention, y compris Israël. Ensuite, la Convention pour l'élimination de la répression du crime d'apartheid, elle date de... C'est une convention qui date de 1973, donc en plein apartheid d'Afrique du Sud. Donc cette convention définit l'expression crime d'apartheid, qui englobe, et c'est là où tous les mots sont importants, les politiques et les pratiques de ségrégation et de discrimination raciale telles qu'elles sont pratiquées en Afrique australe, donc on était en plein apartheid d'Afrique du Sud, les actes inhumains indiqués ci-après, donc il y a toute une liste d'actes inhumains qui sont indiqués dans cette convention, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci. Avec cette définition, on a la base de ce qu'est un régime d'apartheid. Et c'est repris, pratiquement dans les mêmes mots, par le statut de Rome de 1998, le statut qui institue la Cour pénale internationale, et qui définit, en référence à la Convention de 1973, par crime d'apartheid, on entend les actes inhumains commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tout autre groupe racial et dans l'intention de maintenir ce régime. Donc il y a un certain nombre de termes qui sont extrêmement importants. Il y a les actes inhumains. On y reviendra plus tard. Après, on va balayer tout ça. Il y a le régime institutionnalisé. Il faut que ça soit institutionnalisé. Il faut que ça soit un régime d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur un autre groupe racial. Et le dernier terme très important, dans l'intention de maintenir ce régime. Donc maintenant, je vais reprendre tous ces concepts-là, et au fur et à mesure, vous qui, je pense pour la plupart, connaissez bien la situation Israël-Palestine, vous verrez au fur et à mesure que ça va vous renvoyer à plein de situations que vous connaissez, et vous vous direz, mais oui, mais c'est bien sûr. Important de signaler aussi que l'interdiction du crime d'apartheid,
est quelque chose qui est ce qu'on appelle en droit international une norme impérative, c'est-à-dire qu'elle s'impose à tous les États, même ceux qui n'ont pas signé la Convention contre l'apartheid, qui n'ont pas adhéré au statut de Rome. Ils sont quand même dans l'obligation d'empêcher que le crime d'apartheid ait lieu, et sachant que le crime d'apartheid est également défini comme un crime contre l'humanité. Donc, ce sont les conventions importantes dans lesquelles sont définis le crime d'apartheid. Il y a 2 rapports de commission de l'ONU qui sont très récents et qui sont très importants comme étape sur la reconnaissance du régime d'apartheid israélien. Il y a en 2017 un rapport qu'on a coutume, nous en France, d'appeler le rapport Folk-Tillet, du nom de ses auteurs et autrices, mais qui en fait est le rapport de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale. Et donc, dans leur rapport, Folk et Tillet ont mis en évidence une chose très importante qu'on verra tout à l'heure, qui est la fragmentation du peuple palestinien comme outil principal de l'apartheid israélien. Et puis en 2019, un rapport dont pratiquement personne ne parle jamais, qui est un rapport qui a été présenté par 8 ONG palestiniennes, alors cette fois-ci au CERD, mais ce n'est pas la convention, mais c'est le comité pour l'élimination des discriminations raciales de l'ONU. Et donc, ces 8 ONG palestiniennes ont présenté un rapport où elles expliquent de manière extrêmement détaillée en quoi le régime israélien à l'égard des Palestiniens est un régime d'apartheid conformément aux définitions que je vous ai lues plus haut. Donc le CERD a à ce moment-là reconnu en conclusion la continuité des pratiques politiques israéliennes de ségrégation raciale et d'apartheid visant les Palestiniens, très important, des 2 côtés de la ligne verte, c'est-à-dire pas seulement les Palestiniens en Cisjordanie ou pas seulement les Palestiniens en Israël, mais l'ensemble du peuple palestinien où qu'il se trouve. Donc ça, c'est le CERD qui a reconnu cette situation-là en 2019. Et à la FPS, c'est sur ce rapport des 8 ONG palestiniennes que nous avons fait tout le travail qui nous a permis d'analyser ces situations et de lancer la campagne contre l'apartheid israélien. Donc, prenons le premier point dont je vous parlais, les actes inhumains. Donc, ils sont définis dans l'article 2 de la CERD, et le premier, c'est le déni des droits fondamentaux à la vie et à la liberté. Vous allez voir que ça va commencer à vous parler. Donc, plusieurs façons. En ôtant la vie à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en portant gravement atteinte à l'intégrité physique et mentale, à la liberté ou à la dignité, en les soumettant à la torture ou à des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, en arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement. Personnellement, je suis capable de donner des exemples sur tous ces points, sur ce qui se passe en Israël-Palestine. Le déni des droits civiques, par des mesures législatives ou autres destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays, notamment en les privant du droit du travail, du droit de former des syndicats reconnus, le droit à l'éducation, le droit de quitter son pays et d'y revenir, là, on pense immédiatement aux réfugiés palestiniens, le droit à une nationalité, le droit à circuler librement et à choisir sa résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique, et de créer autre manière de déni de droits civiques, créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement de ces populations. Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux, en créant des réserves et des ghettos, je pense que ça vous parle, séparés par les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial. Et le 4e point,
persécuter des organisations ou des personnes en les privant de liberté et de droits fondamentaux parce qu'elles s'opposent à l'apartheid. Là, on en parlera peut-être plus tard, ça nous renvoie directement aux interdictions actuelles et au classement comme organisation terroriste par Israël des ONG de défense des droits de l'homme. Donc, il faut qu'on s'arrête 5 minutes sur cette notion de groupe racial. Parce que, en tant que défenseurs des droits humains, nous contestons l'existence de race. Donc, il peut paraître paradoxal de parler de régime d'oppression raciale si d'un autre côté, on conteste l'existence de race. Donc, ceci dit, c'est bien une convention sur l'élimination des discriminations raciales qui existe à l'ONU. Donc, il y a un certain nombre de points qui définissent ce qu'en droit international ce qui peut être considéré comme un groupe racial. Donc, la Convention de 65 sur l'élimination de la discrimination raciale englobe donc sous ce concept, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Donc, on est en 65. Donc, tous ces éléments peuvent donc entrer sous le concept de race. Donc il y a un certain nombre de points dans ce qui concerne Israël-Palestine qui rentrent dans ce cadre-là. On envisage donc le concept de race non pas comme une notion juridique, mais comme une construction sociale qui émerge d'un contexte particulier. La question n'est pas de savoir si les identités juives ou palestiniennes ont un caractère racial, mais de savoir si ces identités fonctionnent comme deux groupes raciaux distincts dans le contexte environnement local. L'environnement local qui est bien ce contexte d'environnement sur la Palestine historique. Si on prend quelques petits exemples, la loi fondamentale de la loi du retour de 1950 israélienne définit comme juive toute personne née d'une mère juive. Il y a bien une définition d'une appartenance à un groupe sur les bases des origines. L'identité juive de l'État d'Israël est érigée en valeur fondamentale par la loi sur l'État-nation du peuple juif de 2018. Et il existe également des institutions para-étatiques israéliennes qui reconnaissent une identité raciale juive. Par exemple, le Fonds national juif mentionne une race juive dans sa charte. Donc voilà pourquoi on peut reconnaître ces notions de groupes de groupes sociaux qui peuvent être assimilés à des groupes raciaux. Alors, troisième point dans la définition, l'intention de maintenir ce régime. Qu'est-ce qui peut faire qu'un régime, on sait que l'intention est de le maintenir. Donc le régime d'oppression et de domination israélien sur les Palestiniens dure depuis depuis le début de l'occupation israélienne pour ce qui concerne les territoires occupés en 67, mais ce régime d'oppression dure depuis 1948 pour ce qui concerne les Palestiniens citoyens d'Israël. Et la durée dans le temps d'une oppression est bien la démonstration que cette oppression, qu'il y a la volonté de maintenir cette oppression dans l'intention de conserver un régime d'oppression. Alors la répression de toute contestation des crimes et des violations des droits de l'homme commises par le gouvernement israélien atteste également de l'intention de maintenir ces politiques d'oppression. Sinon, on laisserait une opposition s'exprimer et les organisations de défense des droits de l'homme en toute tranquillité. Alors, si on regarde la manière de maintenir ces politiques, l'existence d'un environnement coercitif pour les Palestiniens, et on connaît toutes et tous ce qu'est cet environnement coercitif, avec une présence de l'armée extrêmement présente, avec un usage excessif et disproportionné de la violence, avec des politiques d'arrestation arbitraire, avec une systématisation de la torture dans les prisons israéliennes et avec des transferts forcés et une impunité institutionnalisée pour Israël. Donc les défenseurs des droits, on le voit, qu'ils soient palestiniens ou non, parce que c'est vrai aussi pour les défenseurs des droits israéliens, sont eux aussi attaqués, diffamés, menacés et harcelés parce qu'ils dénoncent les politiques illégales des autorités israéliennes. Une autre
autre preuve du souhait de maintenir ce régime d'oppression, c'est l'annexion de Jérusalem. Pourquoi Israël annexerait-elle des territoires palestiniens s'il n'avait pas l'intention d'y rester et d'y maintenir son régime d'oppression sur le peuple autochtone? Donc il y a eu l'annexion de Jérusalem qui a été formalisée en 1980 et il y a l'annexion de facto de la Cisjordanie et qui était programmée par Netanyahou en 2019 pour devenir formelle en Cisjordanie. Donc tout cela, ce sont autant de politiques israéliennes qui montrent que Israël veut maintenir son régime d'oppression sur le peuple palestinien. Donc nous avons bien là la confirmation que les politiques israéliennes cochent toutes les cases de la définition d'un régime d'apartheid. Mais pour arriver à faire tout ça, il faut enraciner le régime par tout un tas de fondements. Et les fondements les plus importants pour Israël, ce sont toute une batterie de lois. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous les citer toutes parce qu'il y en a plusieurs dizaines, mais juste comprendre l'esprit de ces lois. Donc il y a entre autres une loi qui donne le cadre, qui est la loi de 1950 sur le retour, et qui accorde le retour et le droit exclusif à toute personne juive d'entrer en Israël en tant qu'immigrant juif. Alors que dans le même temps, toute personne juive, qu'elle ait un lien ou pas avec cette terre. Et la plupart des juifs dans le monde n'ont aucun lien avec la terre de Palestine, qu'elle soit israélienne en ce moment ou qu'elle soit territoire occupé par Israël. Par contre, les Palestiniens qui ont, eux, tous un lien avec cette terre, n'ont pas le droit au retour. Israël leur dénie ce droit qui, pourtant, leur a été reconnu par la résolution 194 de l'ONU. Donc ça, c'est une des premières lois qui montre une discrimination fondamentale entre des juifs du monde entier, à qui Israël accorde le droit de vivre en Israël, et les Palestiniens qui n'ont pas le droit d'y revenir, qui ont été expulsés, qui n'ont pas le droit d'y revenir. Et puis on a des lois autour de l'entrée en Israël et sur la citoyenneté qui vont parler de la même chose en 1952 pour savoir qui va obtenir la nationalité, la citoyenneté israélienne. En effet, en Israël, il y a une curiosité qu'il y a deux concepts différents pour la citoyenneté et la nationalité. Il y a un grand groupe de citoyens israéliens. Par contre, ils n'ont pas toutes la même nationalité, tous ni toutes la même nationalité. Israël détermine les nationalités de ses citoyens en fonction de leurs origines. Donc, il y a la nationalité juive, la nationalité arabe, la nationalité druze, et les Palestiniens d'Israël se trouvent donc des citoyens israéliens de nationalité arabe. Et là, si ce n'est pas une discrimination en fonction des origines, je ne sais pas ce que c'est, sachant que selon la nationalité qu'ont les citoyens israéliens, ils n'ont pas les mêmes droits. Les lois liées à la terre, à la propriété et à l'autodétermination. On les reverra de manière plus détaillée au sujet de Jérusalem. Et puis, il y a la fameuse loi fondamentale de 2018. Alors on l'appelle fondamentale parce qu'Israël n'a pas de constitution et ce qui détermine la constitution d'Israël, ce sont ses lois fondamentales. Et en 2018, Israël a adopté la loi dite de l'État-nation du peuple juif par lequel Israël ne reconnaît qu'au seul peuple juif le droit à l'autodétermination. Donc voilà, on a un système légal et administratif qui institutionnalise des discriminations entre citoyens juifs et non-juifs et qui enracine la suprématie des uns sur les autres. Israël, on le voit, a de facto créé 4 catégories de Palestiniens, a fragmenté le peuple palestinien en 4 domaines géographiques, juridiques et politiques différents. Donc, il y a le droit civil israélien, je vous viens d'en parler, qui s'applique aux citoyens palestiniens d'Israël. Il y a les lois israéliennes sur la résidence permanente qui s'appliquent
sur les Palestiniens de Jérusalem, on en parlera dans 3-4 minutes. Il y a le droit militaire israélien qui régit les Palestiniens, y compris les Palestiniens dans les camps de réfugiés, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, parce que les Palestiniens de Cisjordanie vivent uniques sous des régimes, sous des lois israéliennes, mais sous des lois militaires israéliennes, alors que les Juifs colons qui vivent sur le même territoire qu'eux en Cisjordanie vivent sous le droit civil israélien. Donc on a là aussi une discrimination très forte. Donc on a en fait deux peuples qui vivent, ou deux populations, ou deux entités sociales, on les appelle comme on veut, qui vivent sur un même territoire entre Méditerranée et Jourdain, qui vivent sous l'autorité d'un même pouvoir, le pouvoir israélien, parce que vous pouvez prendre ces populations où qu'elles se trouvent entre mer et Jourdain, elles vivent toutes sous le pouvoir israélien et sous des lois édictées par la Knesset, mais ces deux populations n'ont pas les mêmes droits, qu'elles vivent en Israël, qu'elles vivent en Cisjordanie, qu'elles vivent à Jérusalem ou qu'ils vivent pour les Palestiniens réfugiés. Ils vivent sous le coup des lois israéliennes votées par la Knesset, mais ils ont juste le droit de ne pas revenir. Donc, deux populations sur un même territoire, soumises par des lois différentes, discriminatoires pour certains, qui sont différentes et qui sont toujours en faveur de la même population et en défaveur de la même population. Il n'y a pas une loi sur la terre, sur les biens, sur tout ce que vous voulez, qui soit en faveur des Palestiniens et pas en faveur des populations juives. Et le cas de Jérusalem dans tout ça. Eh bien, Jérusalem coche toutes les cases de ce qu'on vient de voir. Donc, il y a la première phase pour les Palestiniens de Jérusalem, c'est l'apartheid par l'expropriation et la planification urbaine israélienne. Donc 80 000 Palestiniens ont été expulsés en 48, entre 47 et 49 de Jérusalem-Ouest vers ou Jérusalem-Est ou le restant de la Cisjordanie, où sont partis à l'extérieur. Et une fois qu'ils ont été expulsés, c'est la politique d'expropriation et d'accaparement des terres qu'il faut mettre en place. Donc expulsion, expropriation, accaparement des terres, et une fois que les terres sont accaparées, eh bien, il faut les faire occuper par d'autres. Et c'est là où on rentre dans le deuxième axe de la politique à Jérusalem, qui est la politique de zonage et de colonisation et de transfert de population. Et là, la ville est partagée en zones, et la population palestinienne n'a le droit de vivre et de construire que sur 13% de la surface, les 13% qui étaient construits en 67 quand Israël s'est installé. Et tout le reste est d'une manière ou d'une autre confisqué par Israël. Donc expulsion, expropriation, zonage, colonisation, et on a là toute la politique de planification urbaine de Jérusalem. On a deux exemples emblématiques qui sont les exemples de Sheikh Jarrah et de Silouane, dont on parlera peut-être tout à l'heure avec un peu plus de précision. Et puis, les autres terres sont confisquées par Israël, soit pour des raisons de sécurité, c'est pareil, ça passe tout le temps, soit pour faire des zones vertes, des parcs, en fait, tout est confisqué pour que les Palestiniens n'y construisent pas et n'y vivent pas. Ensuite, nous avons l'apartheid à travers les politiques démographiques. Et à Jérusalem, c'est d'une importance extrême. Et donc des politiques démographiques qui visent à ce qu'il y ait de plus en plus de population juive à Jérusalem et de moins en moins de population palestinienne. Donc là, tout un tas de politiques sont mises en place. La politique essentielle et principale pour les Palestiniens de Jérusalem, c'est ce fameux statut de résident permanent qui a été institué en 1967 par Israël pour les Palestiniens de Jérusalem et qui considère les 300 000 Palestiniens de Jérusalem comme des touristes en résidence, comme des étrangers sur leur propre terre qui risquent à tout moment
de perdre leur statut de résident parce que c'est le ministre de l'Intérieur israélien qui a le pouvoir de maintenir ou de résilier ce statut de résident. Donc là, la question de la révocation du statut de résident sera évoquée à propos du cas de Salah Hamouri. C'est vraiment important parce que ce serait le premier qui serait victime à Jérusalem de cette révocation du droit de résidence pour défaut d'allégeance. Juste soit dit en passant, défaut d'allégeance, nul peuple occupé n'a le devoir d'avoir allégeance à l'occupant. Par contre, il a le droit de résister sous la forme qu'il choisit de faire. Donc, si c'est vraiment emblématique parce que ça serait le premier et parce que c'est pour faire peur. Toutes ces lois, elles sont pour faire peur, pour que les gens cessent de résister. Et voilà, d'où l'importance. Ce sont des dizaines et des centaines derrière ça là qui risquent d'avoir droit à ce traitement-là. Et de savoir que nos gouvernants ne sont pas capables de prononcer le mot de Salah Hamouri quand ils font des conférences de presse, c'est quand même gravissime. L'autre jour, je me demandais s'il ne fallait pas qu'ils se mettent au tennis et qu'ils prennent la nationalité chinoise. Peut-être que le ministre des Affaires étrangères parlerait de lui, puisque c'est plus important de parler de personnes, certes victimes de négation des droits humains, mais de voir à quel point notre gouvernement ne veut jamais prononcer le mot de Salah Hamouri, c'est vraiment écœurant, quoi. Donc toute une série de politiques de transfert dont Nada Awad vous parlera tout à l'heure, et puis une autre politique extrêmement cruelle, extrêmement sophistiquée, mais très importante de transfert de population, qui est l'interdiction, l'impossibilité de fait du regroupement familial et de constituer une famille. Et ça fait partie des politiques et des actes inhumains israéliens qui sont valables pour tous les Palestiniens où qu'ils vivent, parce qu'un Palestinien de Cisjordanie, s'il épouse un Palestinien d'Israël, ne peut pas vivre avec lui ou avec elle en Israël. Ils sont obligés d'aller vivre en Cisjordanie. Même chose entre Gaza et Jérusalem, même chose entre Jérusalem et la Cisjordanie, et même chose entre des réfugiés et les autres points dont je vous parle. Donc ça fait partie de cette multiplicité de lois d'apartheid israélienne. On a l'apartheid par la négation des droits fondamentaux, donc que ce soit les droits politiques, on l'a vu, impossible, le droit à l'autodétermination est nié, les droits culturels sont niés à Jérusalem pour les Palestiniens, les restrictions de mouvement, vous les connaissez tous, hein, le mur, les points de contrôle, le mur d'annexion, les bouclages, les accès discriminatoires à la santé et les accès discriminatoires aux lieux religieux. Et puis, dans les actes inhumains, à Jérusalem, ce qui est particulièrement prégnant, ce sont les arrestations, et particulièrement en direction de la jeunesse, la surveillance partout. Il n'y a pas un centimètre carré de la vieille ville de Jérusalem qui ne soit pas surveillé par de la vidéo. Et on parle aussi d'environnement coercitif et de haine, et on peut considérer qu'à Jérusalem, la haine des colons et des suprémacistes juifs tient une place particulièrement importante. Donc en conclusion, on peut considérer que les lois israéliennes reliées à la politique de la terre, à l'agencement démographique, démontrent bien que le régime israélien est un régime institutionnalisé dont l'intention est la domination raciale et à travers une domination territoriale et de démographie. Ces lois et ces pratiques s'appliquent particulièrement à Jérusalem, où Israël s'est engagé dans un processus de transfert de population de la population palestinienne autochtone et de colonisation afin d'assurer à Jérusalem une majorité de juifs. Il y a bien une chose qui caractérise le peuple palestinien, c'est sa capacité extraordinaire à résister et à ne rien lâcher. La zone 1 est une zone extrêmement stratégique. Vous la voyez là-bas en bleu clair, parce qu'elle est entre les parties déjà construites et déjà occupées par les colonies et la colonie de Ma'ale Adumim qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Et donc cette zone E1, ça veut dire Est, il y avait engagement entre le gouvernement états-unien et Israël que cette zone ne soit pas construite. Et bien évidemment, tous ces engagements ont volé en éclats.
Et ça a donc par conséquent concerné les Palestiniens qui vivent sur cette zone E1. Et cette zone E1 est une zone plus ou moins désertique, même très désertique, dans laquelle vivent des populations bédouines palestiniennes. Et on parle relativement rarement des populations bédouines palestiniennes, mais elles se trouvent sur tout le territoire de la Palestine historique. Beaucoup d'entre eux se trouvent dans le désert du Nakab, le désert du Negev. Beaucoup ont été expulsés en 47, 48, 49 du Negev et se retrouvent dans quelques villes mixtes des environs de Tel Aviv. Beaucoup de ces populations se trouvent dans les collines du sud d'Hébron, beaucoup dans la vallée du Jourdain, et d'autres, donc particulièrement les Bédouins jamalines, dans la zone E1 de Jérusalem. Et ce sont des gens qui vivent dans des conditions extrêmement précaires et dans des petites communautés. Et ce sujet était venu à l'ordre du jour en 2018, quand le village de Khan el-Ahmar était menacé d'expulsion. Parce que l'objectif d'Israël est d'expulser ces populations bédouines partout où elles se trouvent et de les regrouper dans des espèces de camps, où ils ne pourraient plus vivre selon leur tradition. Donc autour du village de Khan el-Ahmar, donc c'est stratégique pour Israël, la zone E1, mais c'est aussi stratégique pour les Palestiniens, parce que une fois que tout est comblé, la Palestine est pratiquement, la Cisjordanie est coupée en deux, il n'y a pratiquement plus de passage entre le nord et le sud de la Cisjordanie. Donc, stratégique pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Donc, chaque fois qu'une offensive israélienne est menée contre Khan el-Ahmar, c'est tout le peuple palestinien qui se mobilise. Et la dernière fois, ça a été assez extraordinaire, parce que de toute la Cisjordanie sont venus pendant des jours, des nuits, ça a duré des semaines, des populations, des militants de partout pour occuper le village. Et comme ça a commencé à faire du bruit, les diplomates s'en sont mêlés, et au bout d'un moment, Israël a fini par reculer sur la destruction et le déplacement des populations de Khan el-Ahmar. Donc voilà un exemple de résistance de populations qui sont totalement ignorées, mais qui, comme les autres populations palestiniennes, n'entendent pas partir ailleurs que la terre sur laquelle ils sont. Moi, je veux quand même revenir sur un événement absolument extraordinaire qui s'est produit en 2017. On pensait la résistance palestinienne complètement éteinte à Jérusalem. Et puis il y a eu quelque chose, je ne sais pas si vous en rappelez, ce qu'on a appelé l'épisode des portiques. Où suite à des incidents qui avaient eu lieu à l'entrée de l'esplanade des mosquées du côté de la Porte des Lions, Israël avait décidé d'installer des portiques avec des portiques de contrôle supplémentaires, comme s'il n'y en avait pas assez pour entrer sur l'esplanade des mosquées. Et en quelques heures, la vieille ville de Jérusalem a été complètement entourée par des dizaines de milliers de Palestiniens, pour la plupart des jeunes, qui n'ont pas bougé de là pendant des jours et des semaines tant qu'Israël n'a pas reculé. Et ça a été absolument extraordinaire. Ils n'ont pas bougé. Il en est venu de Cisjordanie. Ils s'étaient ravitaillés, on était en plein mois de juillet, ils étaient ravitaillés en eau et en nourriture par les habitants de Jérusalem qui venaient les ravitailler. Il n'y a pas eu le moindre tout petit commencement de début d'un éventuel débordement. Et pareil, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Il y a eu des inquiétudes au niveau de la Cisjordanie en se disant mais si ça ne maîtrise plus au niveau du pouvoir, comment ça va se passer? Est-ce que la population aurait l'intention de prendre un peu de pouvoir? Et la diplomatie s'en est aussi mêlée et a fait pression sur Netanyahou pour qu'il retire ses portiques, et il a retiré ses portiques. Les cas de Sheikh Jarrah et de Silouane, alors ils sont emblématiques. Mais il faut comprendre qu'on l'a vu tout à l'heure avec les cartes, hein, en agrandissant la municipalité de Jérusalem, Israël a englobé tous les villages palestiniens qui étaient autour de Jérusalem. Et donc, ce qu'on appelle maintenant les quartiers palestiniens de Jérusalem, ce sont les anciens villages, qui étaient des villages qui maintenant sont de véritables villes, mais qui ont poussé sur le même espace, on l'a vu tout à l'heure, ils n'ont pas le droit de construire. Ça ressemble un peu à des camps de réfugiés, certains des quartiers palestiniens de Jérusalem. Hein. Et ils sont isolés du reste de la Cisjordanie, isolés des quartiers de Jérusalem qui sont de l'autre côté du mur, isolés
entre eux, puisque entre eux, il y a les colonies. Et donc c'est extrêmement compliqué de mobiliser des populations qui sont isolées et réprimées en permanence. Donc Cheikh Jarrah Silwan, emblématique par leur position. D'abord, Silwan se trouve juste contre la vieille ville, en bordure de l'esplanade des mosquées et de la mosquée d'El-Aqsa. Donc c'est particulièrement emblématique. Cheikh Jarrah, très emblématique, parce que Cheikh Jarrah se trouve le long de la ligne verte au nord de la vieille ville. Donc complètement en bordure de ce qui devrait être une frontière entre Israël et les Palestiniens. Mais deux quartiers totalement différents. Cheikh Jarrah, ce sont une soixantaine de familles qui vivent là dans des toutes petites maisons, dans un tout petit quartier. Et Silwan, c'est un quartier de 65 000 habitants extrêmement dense. Ce qui les unit, c'est le fait que des organisations de colons revendiquent revendiquent la propriété de certaines maisons dans lesquelles, disent-ils, des Juifs auraient vécu avant 1948. Alors d'abord, ils n'ont pas la preuve de ce qu'ils avancent. En plus, ils fournissent des documents falsifiés. Et tout ça, c'est le travail juridique, entre autres, de la coalition civique pour les droits des Palestiniens à Jérusalem, dont on vous avait entendu le directeur tout à l'heure, Zachary Yaoudé, qui consiste, bien qu'ils ne reconnaissent pas le tribunal de l'occupant, mais qui consiste à travailler sur des documents pour prouver que même l'application des lois illégales de l'occupant ne peuvent pas avoir lieu dans ces cas-là. Les titres de propriété que donnent les associations de colons sont des titres faux. Les avocats sont allés chercher en Cisjordanie les vrais titres et ils les ont trouvés. Donc on a des lois illégales, on a un pouvoir qui n'a pas normalement la souveraineté sur cette terre et on a des documents falsifiés. Mais ça ne fait rien, ça continue, ils avancent, ils continuent. Et à côté de ça, on a une population qui ne se laisse pas faire, qui se mobilise, qui résiste. Vous avez probablement suivi ces mobilisations à Cheikh Jarrah. Donc Cheikh Jarrah, c'est contre les expulsions. Silwan, c'est contre les démolitions. Et ils se mobilisent, ils manifestent, ils bloquent les arrivées des soldats, ils subissent des arrestations d'enfants, de leurs dirigeants, etc. Le mois de mai. Ce mois de mai, il a été très important parce que ça a été la conjugaison de plusieurs facteurs. Donc les expulsions et démolitions dont je viens de vous parler, et là-dessus, Israël qui a décidé de fermer la porte de Damas pendant le Ramadan. Et la porte de Damas, c'est le lieu où les Palestiniens se retrouvent justement pendant le Ramadan. Ensuite, une répression encore pire que d'habitude, l'envahissement de l'esplanade des mosquées qui maintenant est quotidienne et qui à ce moment-là était extrêmement violente et importante, l'intrusion dans la mosquée d'El-Aqsa avec des tirs à balles réelles et les fameuses manifestations des suprémacistes juifs qui ont déboulé sur la vieille ville en hurlant mort aux Arabes. On était dans une situation absolument épouvantable. Jérusalem, pour les Palestiniens, Jérusalem était vraiment en grave danger et ils n'ont pas complètement tort. Les Palestiniens d'Israël ne pouvaient pas venir prier sur la mosquée d'El-Aqsa pendant le Ramadan. Et bien, à un moment donné, ce sont les Palestiniens de Jérusalem qui sont allés avec leur voiture chercher les Palestiniens d'Israël qui étaient bloqués dans les bus sur les autoroutes israéliennes pour les amener sur l'esplanade des mosquées. Quand on dit que ce peuple résiste, voilà ce que ça veut dire. Donc c'était vraiment des moments extrêmement importants et vous avez vu qu'après ça a déclenché d'autres mesures de résistance comme ce qui s'est passé à partir de Gaza et en Israël même où les Palestiniens d'Israël ont manifesté pour défendre Jérusalem. Donc voilà, on a une force de résistance à Jérusalem qui est assez importante. Je voudrais finir par les fresques de Silwan parce que depuis 2 ans, les habitants de Silwan ont décidé de peindre les murs de leur quartier pour témoigner de leur résistance, de leur ancrage sur cette terre, etc. Donc la prochaine fois que nous aurons le bonheur de pouvoir nous rendre sur cette terre et que nous irons à Silwan, nous pourrons voir ce que les Palestiniens du quartier ont fait des fresques de leurs murs. Je vais vous parler de l'étude de cas de Jérusalem, qui est révélateur de l'apartheid israélien. Depuis 1948, Israël s'est engagé dans un processus de transfert de la population palestinienne indigène et de colonisation afin d'assurer une majorité juive par des moyens illégaux dans le pays et dans la ville.
En 1948, de l'ouest de Jérusalem, 80 000 Palestiniens sont expulsés par les forces sionistes. Israël va alors, dans une première phase, déposséder les réfugiés palestiniens de leurs biens et de leurs terres. Après l'expropriation massive des terres des Palestiniens, Israël va mettre en place des lois et des politiques de planification urbaine permettant d'étendre et de consolider la présence juive israélienne dans le territoire en limitant au maximum la croissance de la population palestinienne. Suite à la guerre de 1967, Israël occupe et annexe de manière illégale l'est de Jérusalem. En 1972, le gouvernement israélien nomme la commission Gafni pour étudier la politique qu'il nomme d'équilibre démographique à Jérusalem. La commission émet une recommandation de maintenir une majorité démographique de 60% de juifs et de ne pas permettre aux Palestiniens de dépasser les 30% de la population de la ville. En 1973, le gouvernement adopte ces recommandations. Entre 2004 et 2009, un plan directeur local pour la ville de Jérusalem est discuté dans les commissions de planification régionale et locale. Le plan directeur 2020 explique qu'il n'est pas possible d'atteindre 70%, 30% et revisite le ratio à 60-40. Il met alors en place des objectifs démographiques alternatifs car les premiers ne sont pas jugés atteignables. Explique comment maintenir, je cite, une majorité juive solide dans la ville. Le résultat de cette politique de planification urbaine est qu'il est permis de construire pour les Palestiniens sur seulement 13% des terres de l'est de Jérusalem. Ces terres qui étaient déjà densément construites depuis 1967. Pour s'adapter à la croissance naturelle dans les quartiers palestiniens, il faudrait construire au moins 1500 unités de logement par an. Cependant, les plans israéliens permettent la construction de 400 unités de logement annuellement. La procédure suivie pour faire une demande de permis de construire pour les Palestiniens est très longue, très coûteuse et très complexe. Seulement 4700 permis de construire ont été délivrés entre 1967 et 2014, bien que la population palestinienne ait quadruplé sur cette période. Entre 2005 et 2009, seulement 603 permis de construire ont été délivrés aux Palestiniens, tandis que 662 permis de construire ont été délivrés aux colons habitant à l'est de Jérusalem. Dans les dernières années, autour de 7% seulement des permis de construire sont délivrés aux Palestiniens, qui forment autour de 40% de la population de Jérusalem. La construction de maisons sans permis, qu'il est impossible d'obtenir, est alors un résultat direct de la politique israélienne. Selon les Nations Unies, un tiers de la population palestinienne, autour de 100 000 personnes, habite aujourd'hui à Jérusalem-Est dans une maison construite sans permis et vivent sous la menace d'être déplacés suite à la démolition. Les démolitions de maisons sont un instrument qu'Israël a employé de manière stratégique pour atteindre ses objectifs démographiques à Jérusalem. Les démolitions de maisons ciblent les Palestiniens, car bien que davantage d'infractions à l'urbanisme soient constatées à l'ouest de la ville, les ordres de démolition visent de manière disproportionnée les Palestiniens à l'est de Jérusalem. Les moyens de freiner le développement des quartiers palestiniens, il en existe plusieurs, mais le premier, c'est la confiscation de terres pour y construire des colonies. Suite à l'occupation de 1967, Israël va confisquer à peu près un tiers du territoire annexé pour y construire des colonies. Ces colonies israéliennes ont été implantées de manière stratégique afin d'arrêter la croissance des quartiers palestiniens. Aujourd'hui, plus de 220 000 colons habitent dans 15 colonies et dans plusieurs quartiers palestiniens. Un exemple de loi d'apartheid que nous avons beaucoup entendu parler aujourd'hui, c'est la loi de 1970 qui donne le droit aux Juifs de revendiquer des propriétés qui auraient appartenu à des familles juives dans l'est de Jérusalem avant 1948. Cette loi ne donne pas le droit aux familles palestiniennes de revendiquer leurs propriétés dans l'ouest de la ville. Il y a donc une asymétrie dans la manière dont la loi israélienne traite des propriétés des Juifs et des Palestiniens d'avant 1948. Les cas d'éviction de familles palestiniennes de Sheikh Jarrah, un quartier de Jérusalem, en est révélateur. 28 des familles de ce quartier ont été transférées de force de leurs propriétés dans l'ouest de Jérusalem en 1948, qu'elles ne peuvent pas revendiquer. Cependant, des groupes de colons ont le droit de revendiquer l'expulsion des Palestiniens qui habitent depuis des dizaines d'années dans ces maisons à Sheikh Jarrah, de recevoir des ordres d'expulsion de la part des cours israéliennes,
afin de construire des colonies à l'intérieur du quartier. Aussi, la confiscation de terres sous la guise de développement, de zones vertes, de parcs, de réserves naturelles, de parcs nationaux sont des moyens de barrer le développement de quartiers palestiniens à Jérusalem. 22% de ces terres sont considérées zones vertes à Jérusalem-Est. Les espaces déclarés zones vertes ne se basent pas sur la réalité urbaine ou démographique. En réalité, déclarer ces zones vertes revient à interdire le développement des quartiers palestiniens. De plus, 30% des terres de Jérusalem-Est ne sont pas planifiées, donc interdites à la construction palestinienne. Autre que les politiques de la terre, Israël a aussi mis en place des politiques démographiques de résidence et de transfert forcé des Palestiniens de Jérusalem. Comme vous l'avez entendu, Israël a fragmenté de manière stratégique les Palestiniens, ce qui inclut les Palestiniens de Jérusalem, du reste des Palestiniens, afin d'imposer et maintenir son système de domination raciale et démographique à Jérusalem. Afin de maintenir une majorité écrasante juive à Jérusalem, outre la politique foncière, Israël a mis en place une politique démographique qui consiste à interdire le retour des réfugiés palestiniens, l'incitation de l'installation de juifs israéliens à Jérusalem, tout en mettant en place les politiques de transfert de la population palestinienne. Les Palestiniens de Jérusalem, devenus réfugiés ou déplacés internes, en dehors de la Palestine mandataire, n'ont pas le droit de retourner dans leur ville. Au contraire, Israël a mis en place, après l'occupation et l'annexion de l'Est de Jérusalem, une politique visant à transférer la population palestinienne de la ville. En 1967, Israël crée le statut de résident permanent pour les Palestiniens de Jérusalem. Dès lors, Israël traite une population de plus de 300 000 Palestiniens comme des immigrés dont l'entrée et la résidence à Jérusalem sont des privilèges révocables et non pas des droits inhérents. La loi donne alors au ministre de l'Intérieur le pouvoir discrétionnaire de révoquer ce titre de résidence. Depuis, Israël a créé et étendu en permanence les critères permettant la révocation du statut de résident des Palestiniens pour parvenir illégalement à une majorité d'Israéliens juifs dans la ville. Jusqu'en 1995, Israël révoquait la résidence des Palestiniens qui vivaient à l'étranger 7 ans ou obtenaient la résidence ou la nationalité d'un autre pays. En 1995, Israël introduit le critère de centre de vie, permettant au ministre de l'Intérieur de révoquer la résidence des Palestiniens qui ne peuvent pas prouver que, entre guillemets, leur centre de vie n'est pas Jérusalem. Ce qui signifie qu'une personne qui n'a jamais quitté le pays et qui n'a pas d'autre document que leur résidence peut se retrouver sans papier. Depuis 1967, Israël avait révoqué le statut de résidence de plus de 14 500 Palestiniens de Jérusalem, plus de 11 500 d'entre eux suite à la promulgation du critère très vague de centre de vie. Depuis 2018, le ministre de l'Intérieur a la prérogative de révoquer la résidence des Palestiniens sur la base illégale de manquement d'allégeance à l'État d'Israël, un critère vague qui permettrait à Israël de transférer des milliers de Palestiniens de Jérusalem. Le cas de la révocation de la résidence du défenseur des droits de l'homme, Salah Hammouri, en est un exemple révélateur. Aujourd'hui, Salah vit sous le risque d'être déporté suite à la révocation de sa résidence en 2021. La révocation des statuts de résident est la méthode la plus directe utilisée par le gouvernement israélien afin de procéder à un transfert de la population palestinienne de Jérusalem. Cependant, ce n'est pas la seule politique de transfert mise en place. Afin de limiter la présence palestinienne à Jérusalem, le Parlement israélien a promulgué un ordre temporaire en 2003, gelant le regroupement familial pour les Palestiniens de Jérusalem qui opposent des Palestiniens d'en dehors de Jérusalem et qui ne détiennent pas un statut de résident permanent. Depuis 2003, afin de faire une demande de regroupement familial, l'homme doit avoir plus de 35 ans et la femme plus de 25 ans. En outre, les personnes et leurs familles ne doivent pas présenter de problèmes sécuritaires, un critère qui n'est bien sûr pas défini et utilisé à l'excès à la fin de refuser les demandes. À la fin d'un très long processus, l'intéressé ne reçoit plus un titre de séjour, permettant un permis temporaire que la personne doit renouveler tous les ans, et ça c'est si le permis ou la demande de réunification familiale a été acceptée. Entre 2000 et 2013, 43% des demandes de regroupement familial ont été refusées par le ministre de l'Intérieur israélien.
De plus, les enfants nés de ces mariages n'obtiennent pas automatiquement le statut de résident. On estime à plus de 10 000 le nombre d'enfants non enregistrés. Le ministre de l'Intérieur israélien refuse d'enregistrer les enfants qui ne remplissent pas les critères discriminatoires imposés par la loi israélienne. Par exemple, prouver que le centre de vie de la famille est Jérusalem. Donc, comme nous avons pu le voir, les politiques, pratiques et lois mises en place par Israël sont des lois de transfert de la population palestinienne à Jérusalem. Et on a bien sûr d'autres.